Israël et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu. Cela n'a pas empêché le régime des Mollahs de tirer après 7 heures du matin, après son entrée en vigueur. Et Israël de riposter il y a moins d'une demi-heure en frappant le régime des Mollahs un radar à Téhéran, alors que le président américain avait exhorté Jérusalem de rapatrier ses pilotes. L'Iran a tiré plusieurs salves de missiles ce matin avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'un d'eux a frappé de plein fouet un immeuble à Be'er-Sheva. 4 Israéliens ont été tués alors qu'ils se trouvaient bien dans une chambre blindée. Mais le missile s'est abattu sur ces pièces précisément, ne laissant aucune chance à ses victimes. Des millions d'Israéliens sont restés dans les abris ou à proximité pendant plus de 2 heures ce matin. Avant l'entrée en vigueur de la trêve, les alertes ont retenti notamment dans le nord du pays jusqu'au sud en passant par le centre. Que pense la diaspora iranienne de cette trêve? De nombreux Iraniens en exil espéraient la chute des ayatollahs, notamment grâce à l'opération israélienne Réveil du Lion. Le régime des Mollahs est-il suffisamment affaibli pour que ses opposants puissent le renverser? Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos invités. En fin d'édition, je vous propose de respirer un peu avec des images glanées sur les réseaux sociaux israéliens, notamment ces bébés nés ces 12 derniers jours, un beau pied de nez à ceux qui veulent l'anéantissement du pays. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur i24 News pour une nouvelle journée d'édition spéciale avec moi en plateau, Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Bonjour Dror, Déborah Benayoun, notre journaliste. Bonjour Déborah, ainsi que Raphaël Jérusalemi. Bonjour Raphaël, ancien officier du renseignement militaire israélien. On va évidemment parler de ce cessez-le-feu, des violations à ce cessez-le-feu, des critiques acerbes du président américain contre Israël notamment, mais je vous propose d'abord de nous rendre à Be'er-Sheva pour retrouver Christopher Barolin. Bonjour Christopher. La grande ville du Sud a de nouveau été la cible de l'Iran ce matin, avant le cessez-le-feu, et le bilan est lourd, hein. Oui, un missile a frappé de plein fouet une fois de plus cette ville de Be'er-Sheva, vous l'avez dit. Bilan très lourd, au moins 4 personnes ont été tuées. Vous allez voir sur ces images d'Efizarovski les dégâts impressionnants à ce bâtiment, un immeuble d'habitation de 7 étages, et c'est au 6e étage que le missile a frappé de plein fouet cet immeuble résidentiel où n'habitaient que des civils. Il est important de le rappeler. Sur le bilan, 4 personnes donc tuées, 3 faisaient partie de la même famille dans cet appartement qui a été directement touché par ce missile iranien. Une autre personne habitait un appartement adjacent, et vous l'avez dit, ces 4 personnes étaient dans les abris sécurisés au moment de cette attaque, mais évidemment le souffle de l'explosion, l'impact de ce missile n'a laissé aucune chance à ces habitants. Yitzhak Herzog, qui était présent sur place, le président de l'État israélien, a parlé d'un des missiles les plus lourds jamais envoyés sur l'État israélien, et donc forcément les habitants de ces appartements n'ont eu aucune chance. Les dégâts sont impressionnants autour de moi ici à Be'er-Sheva, peut-être à 300-400 mètres à la ronde. Il y a un immeuble en face de moi dont les vitres sont soufflées. Il y a 3-4 voitures autour de moi qui sont complètement détruites. Les voitures qui étaient sur le parking derrière moi ont aussi été détruites. Il y a des appartements situés à 500 mètres à la ronde qui ont leurs vitres soufflées. Vraiment une scène de désolation ici à Be'er-Sheva, avec donc ce missile qui a touché cette zone résidentielle. Be'er-Sheva qui a donc été de nouveau visée par le régime des Mollahs après déjà des frappes qui avaient visé, on s'en souvient évidemment, l'hôpital Soroka dans cette même ville de Be'er-Sheva. Oui, merci beaucoup Christopher Barolin. On voit derrière vous déjà le déblaiement des débris. Merci beaucoup. On reste à Be'er-Sheva où l'on rejoint Déborah Benji. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de témoigner sur i24 News. Votre appartement a été touché par le missile iranien ce matin, ou même son souffle, je crois. Comment allez-vous? Après coup, ça va. On essaie de réaliser ce qui s'est passé. Tout a commencé ce matin, à peu près vers 5 heures du matin. On a reçu un premier message, se rapprocher des abris. Donc directement, on a été dans les abris. Rien n'a eu lieu. Donc à peu près une demi-heure après, il y a eu la sirène. Et là, on n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a eu une explosion inimaginable. J'ai tout de suite compris que l'appartement serait endommagé, une catastrophe. Donc en sortant, j'ai compris
j'ai compris ce boom, quoi. C'était, on pouvait plus mettre un pied par terre. C'était, les fenêtres ont explosé, l'air conditionnaire a volé, enfin le frigo, une cata. C'était voilà. Donc jusqu'à maintenant, on est là, on est à la maison, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Mais voilà, après coup, on se dit que c'est le prix à payer pour vivre sur notre terre. Et si c'est ça qu'on doit vivre, on le prend avec amour, on se relèvera plus fort. Jusqu'à la victoire, si Dieu veut. En tout cas, on pense très fort aux victimes, à leurs familles, on les embrasse et des bonnes nouvelles. On voit sur les images que vous nous avez envoyées les dégâts extrêmement importants. Heureusement, vous étiez dans la pièce blindée, ce qu'on appelle mamad en hébreu. Vous étiez avec vos enfants. Racontez-nous comment, une fois sortis, vous découvrez l'ampleur des dégâts et comment vous encaissez le choc finalement. Alors déjà, 2 de mes enfants étaient réveillés donc, par la sirène et les 2 autres se sont réveillés par l'explosion en fait. Donc c'était un choc total. Je savais plus trop comment disperser pour montrer mon calme. Et d'un autre côté, j'étais moi-même sous le choc. Et quand on a dû sortir, du coup, heureusement qu'on avait des chaussures à portée de main. On nous a prévenu qu'au cas où, il fallait avoir des chaussures dans le mamad. Donc j'ai pu sortir avec des chaussures. Bien sûr, les enfants, je les ai pas fait sortir de là-bas. Ils ont attendu jusqu'au moment où j'ai pu les porter, les faire sortir de la maison pour que quelqu'un vienne les prendre chez lui justement. Et que je puisse comme ça essayer de voir tous les dommages et tout ce qui s'est passé, quoi. Combien de temps ont mis les secours à arriver jusqu'à votre immeuble? Alors ils sont pas arrivés, franchement jusqu'à maintenant les secours ne sont pas arrivés chez nous encore parce qu'ils sont déjà dans les immeubles qui ont été touchés où il y a eu des morts. Enfin toute la rue est endommagée, donc voilà. Chez nous ils sont pas arrivés encore. On est venu juste nous prendre nos coordonnées. Voilà, pour l'instant, on attend encore qu'on vienne vers nous, quoi. Donc vous n'avez pas eu de contact avec les autorités parce que des dégâts que je vois, vous ne pouvez pas rester logé chez vous. Non, on ne peut pas rester. Donc pour l'instant, on attend. On a entendu par-ci par-là que possible qu'on prenne à la mer morte. Enfin, je ne sais pas encore exactement. Pour l'instant, personne n'est venu vers nous, donc on attend. Est-ce que vous connaissez les victimes, les voisins de l'immeuble qui a été particulièrement touché ? Non. D'accord. Non. On espère évidemment que vous puissiez reprendre rapidement, d'être pris en charge. D'abord, c'est important. Est-ce que vous avez eu des proches? On imagine que des proches vous proposent quand même de l'aide ou... Oui, bien sûr. C'est la chance qu'on a en Israël, que tout le monde est là, même ceux qu'on ne connaît pas. Ils ont pris nos numéros au cas où vous venez à la maison, on a des jouets pour les enfants, on a des matelas, on a ce qu'il faut. Donc franchement, sur ce côté-là, il n'y a aucun problème si Dieu veut. Et voilà, on a l'habitude, c'est comme ça, c'est le prix à payer pour vivre dans notre terre. Et franchement, je le prends avec beaucoup d'amour, c'est que du matériel. Donc franchement, merci mon Dieu. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et une bonne reconstruction de votre appartement. Et comme vous dites, le principal, c'est de ne pas être touché physiquement, évidemment, par ces missiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je viens en plateau, on le voit, Raphaël, d'après Yitzhak Herzog, le président israélien qui était sur place à Be'er-Sheva, le missile comportait un tel poids d'une bombe qu'il ne laissait aucune chance à ceux qui étaient dans l'abri blindé de survivre finalement. C'est impressionnant quand même. Il faut signaler aussi que les abris blindés n'étaient pas tout à fait en bon état. Ce n'étaient pas des abris blindés neufs et homologués ou vérifiés récemment par le commandement du front intérieur. Donc il y avait un souci de la solidité, surtout face à une frappe directe. Peut-être qu'ils auraient résisté à une frappe indirecte. Donc là, évidemment, avec cette force de frappe-là, on parle de bombes du minimum de 500 kilos. Ça tombe sur... Voilà, il n'y a aucune chance de s'en tirer. C'est un acte criminel de la part des Iraniens, un crime contre l'humanité clair et net. Vous pensez que les civils étaient clairement visés là ? Parce que les Iraniens disent non, on vise des points stratégiques. Oui, ils visent dans le tas, c'est tout. Nous, on fait absolument attention. Vous voyez qu'on voit la chambre d'un étage d'un appartement dans un immeuble. C'est seulement cette chambre-là qui est frappée. Et quand c'est les Iraniens qui tirent, ils tirent la grosse cavalerie n'importe où, n'importe comment. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de précision. Et c'est après coup, lorsqu'ils ont frappé un endroit
par erreur, hein, c'est tombé où c'est tombé, c'est après coup qu'ils regardent sur la carte près de quel endroit stratégique c'était, pour dire « Ah, mais c'est ça qu'on voulait frapper ». Mais ils le font après, pas avant. Alors, il y a eu par le passé, même au temps de Saddam Hussein, beaucoup de missiles qui tombaient sur Ramat Gan, parce que là, on savait qu'effectivement, d'Irak ou d'Iran, on cible la Kiria, le quartier général de Tsahal à Tel Aviv, et quand ça tombe court, ben, ça tombe à Ramat Gan, quand ça tombe long, ça tombe à la plage de Tel Aviv. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a un manque de précision, alors que les tirs israéliens sont absolument chirurgicaux précis, même lorsqu'il s'agit de munitions lourdes. Alors, Christopher Barolin, Déborah nous l'a dit, hein, c'est pas la première fois que Be'er-Sheva est touché. L'hôpital Soroka avait été touché. Là, il n'y a pas eu de victimes, en tout cas pas de blessés graves, parce que l'hôpital avait pris les devants. Oui, heureusement, ça s'était plus ou moins bien terminé, justement parce que l'hôpital, enfin la zone qui a été touchée était une zone justement où il y avait peut-être des risques. Alors l'hôpital avait pris des précautions et avait évacué la veille. Hein, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs beaucoup parlé de miracles pendant toute la semaine dernière, justement par rapport à ces épisodes où il y a eu énormément de moments où finalement les décisions ont été prises au bon moment pour empêcher qu'il y ait des conséquences comme on l'a vu ce matin. Donc là, heureusement, à l'hôpital Soroka, ça s'est bien terminé. La zone avait été évacuée, mais on a vu qu'il y avait aussi de très importants dégâts. Donc si la décision n'avait pas été prise, ça aurait pu être extrêmement grave également. Dror, on parle de la riposte, on va parler de la riposte iranienne aux frappes israéliennes, puis à la riposte de la riposte. Enfin, ça devient compliqué, mais là, quand on voit Be'er-Sheva avec au moins 4 morts, parce qu'il y a encore des disparus, hein, on cherche encore des personnes qui ne répondent pas à l'appel pour l'instant. Quand ça intervient avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, quelque part, Israël a les mains liées, ne peut pas répondre. Non, Israël a les mains liées parce que Donald Trump a haussé le ton et a exprimé son insatisfaction tant vis-à-vis de l'Iran que vis-à-vis d'Israël. C'est très inquiétant, hein, puisque le président américain, en fait, a mis l'Iran et Israël exactement dans le même panier, en reprochant aux deux belligérants de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu qu'il avait annoncé la nuit dernière. Et donc Israël, effectivement, peut difficilement riposter. Alors, cette attaque meurtrière, elle a précédé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais après cette entrée en vigueur, il y a eu un nouveau tir de missile vers le nord d'Israël, violation du cessez-le-feu. Vers 10h30, hein, donc c'est bien plus de 3 heures après l'entrée en vigueur. Exactement, violation du cessez-le-feu à laquelle les dirigeants israéliens, le chef d'état-major Zamir, le ministre de la Défense Katz, annonçaient vouloir riposter avec la plus grande des sévérités, d'une manière cinglante, en plein cœur de Téhéran, a bien précisé Israël Katz. Mais il est bien possible que cette riposte n'aura pas lieu, puisque Trump a haussé le ton, et d'une manière, on vient de le voir, tout de même assez préoccupante du point de vue des intérêts d'Israël. Maintenant, pour revenir à l'attaque meurtrière de Be'er-Sheva, le président de l'État, Herzog, a dit que c'était l'une des charges explosives, celle qui était assemblée sur ce missile, parmi les plus grandes jamais assemblée à un missile qui s'est abattu sur le territoire israélien. C'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être le résultat du fait que les Iraniens avaient bien conscience que l'on se dirigeait vers un cessez-le-feu et que donc ils voulaient montrer qu'ils ont encore gardé des capacités de nuisance importantes avec lesquelles il faudra compter. C'est ce que l'on appelle en fait un baroud d'honneur en quelque sorte. Donc ça aussi, c'est pas rassurant du point de vue d'Israël. Alors Israël est parvenu à détruire une partie importante du parc de missiles balistiques de longue portée que détient ou que détenait l'Iran, mais il y en a encore beaucoup, il y en a encore plusieurs centaines. Au moins, au bas mot, dont certains sont capables effectivement de porter des charges explosives d'une très forte puissance et qui commettent non seulement des dégâts matériels impressionnants, ça on constate presque chaque jour, mais qui peuvent aussi s'avérer particulièrement meurtrier, et malheureusement c'était le cas ce matin à Be'er-Sheva, et encore une fois c'est pas une coïncidence. Alors justement on va prendre la direction de la Kiria, c'est le quartier général de la défense israélienne à Tel Aviv. Sandy Fortis nous attend sur place. Bonjour Sandy. Benjamin Netanyahou a affirmé avoir accepté le cessez-le-feu avec l'Iran ce matin à la demande de Donald Trump. Les deux hommes se sont d'ailleurs parlé il y a moins d'1 heure. Hein. Exactement, Myri, puisque depuis cette première conversation cette nuit avec Donald Trump, il y a eu de nombreuses autres péripéties. Alors cette nuit, Benjamin Netanyahou avait convoqué le ministre de la Défense, le chef d'état-major et le directeur du Mossad pour faire un point sur les accomplissements de Tsahal depuis le début de cette opération Rising Lion. Et donc, ils en avaient conclu, puisque les deux menaces existentielles sur Israël, à savoir le programme nucléaire iranien et les
tirs de missiles balistiques avaient été effacés, en tout cas vaincus. Ils avaient décidé donc d'accepter la proposition d'accord de Donald Trump, de cet accord de cessez-le-feu. Il y a eu évidemment entre ce moment où Donald Trump l'a annoncé à 3h du matin et la prise de ce cessez-le-feu à 7h du matin, des frappes de Tsahal en Iran et plusieurs salves de missiles sur Israël de la part de l'Iran. Évidemment, vous l'avez dit, une de ces salves a été meurtrière puisqu'il y a eu 4 morts à Be'er-Sheva. Et puis, il y a également eu à 10h30 un autre tir de missile détecté depuis Téhéran, cette fois vers le nord du pays. Suite à quoi, le ministre de la Défense, le chef d'état-major et d'autres ministres israéliens ont promis une réponse ferme. Mais ce n'a pas plu à Donald Trump qui a rapidement affirmé qu'Israël avait intérêt à ne pas répondre à cette violation du cessez-le-feu par Téhéran. Un message assez ferme d'ailleurs. Et depuis, il s'est donc encore entretenu avec Benyamin Netanyahou. Il avait alors promis que les avions de Tsahal qui étaient déjà en route vers Téhéran ne feraient qu'un survol en démonstration de force au-dessus de l'Iran. Et puis finalement, on a appris qu'il y a tout de même eu des explosions. Un radar iranien a été détruit par les forces de Tsahal. Suite à ça, Donald Trump n'a posté qu'un seul message sur son réseau social, à savoir l'Iran ne reconstruira jamais son programme nucléaire. On imagine donc que l'affaire est réglée. Merci beaucoup Sandy Fortis. Évidemment, vous revenez vers nous s'il y a d'autres informations qui vous parviennent, notamment de la Kiryat, le quartier général de la défense israélienne à Tel Aviv. Merci beaucoup. Nous sommes à présent en ligne avec Daria Safai. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Parlement fédéral belge et militante des droits de l'homme. Que pensez-vous de ce cessez-le-feu annoncé par Donald Trump et apparemment accepté par l'Iran et Israël ? Finalement, on savait que le but final des États-Unis, c'était juste arrêter l'arme nucléaire de l'Iran, qui s'était vraiment bien avancé vers en avoir un. Mais maintenant, le cessez-le-feu qu'il voulait réaliser, Donald Trump, on ne sait pas si c'est vraiment réalisé ou pas, parce qu'on entend que le régime iranien n'a pas accepté. De l'autre côté, on entend qu'ils disent qu'ils ont accepté et que quand même, il y a une attaque sur Israël et maintenant, on doit voir comment ça se développe. Mais ce que c'est très important à ne pas oublier, c'est que, même on dirait que les armes nucléaires, ils ont eu beaucoup de dégâts. C'est vrai, c'est vrai que le danger est un peu de passé, mais le danger de le régime iranien vers Israël et l'Occident en général n'est pas fini. Ils sont là. C'est vrai qu'ils ont perdu quelques commandants, ils ont perdu plein des pouvoirs, ils sont vraiment humiliés, ils ont perdu beaucoup de pouvoirs, mais ils sont toujours là, c'est pas encore fini. Et disons, ils se sentent aussi comme un loup un peu blessé qui l'attend, prend la revanche. Et finalement, le régime iranien ne va jamais être un ami ou allié de l'Occident. Et Israël est toujours dans le danger existentiel. Ça va jamais arrêter. Effectivement. Est-ce que vous pensez, Daria, que le régime des Mollahs soit suffisamment affaibli pour qu'il puisse être renversé ? On a entendu hier Reza Pahlavi qui s'est exprimé depuis Paris, qui a appelé les Occidentaux à agir également contre le régime des Mollahs. Vous pensez que ce cessez-le-feu, si évidemment il est respecté et maintenu, permettra quand même au peuple iranien de reprendre son sort en main ou pas ? De toute façon, j'espère, parce que la seule solution finale, c'est que les peuples iraniens, ils disent ce qu'ils veulent. Presque 50 ans, ils veulent que ce régime est renversé. Mais il y a un problème, et le problème, c'est que pour l'instant, rien est clair pour le peuple non plus. On n'a même pas Internet. On ne peut même pas se connecter avec ma famille en Iran. Alors, le peuple, ils n'ont pas d'Internet non plus. Mais ce que c'est aussi, on ne doit pas oublier, c'est que la tête de cet octopus est vraiment affaiblie.
mais il est toujours là. Et je pense que pour le peuple iranien, c'est aussi très important que Khamenei il-même est effacé. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment finir le travaux. Mais maintenant, même pour l'Occident, on peut dire que provisoirement, peut-être, tout est en ordre, mais je m'en doute vraiment parce que il prend le temps, il joue avec l'Occident et il joue avec le monde entier, les ayatollahs. Il prend le temps, leur temps, pour encore se renforcer. Et on ne doit pas donner le temps parce que exactement, c'est maintenant qu'ils sont vraiment plus faibles que jamais qu'on doit finir le travail. Et c'est vrai, comme Prince Reza Pahlavi il a dit, on doit vraiment aller vers renversement de ce régime parce que je sais ce qu'il attend Iran et Moyen-Orient après le régime islamique. Iran va être une démocratie séculaire qui est très bien pour la région et pour tout le monde entier. Il faut qu'on travaille dessus, il faut qu'on avance, il ne faut pas s'arrêter là. Et l'ennemi, comme des ayatollahs, Khamenei et le régime, il ne va jamais s'arrêter de continuer à se renforcer encore dans les semaines et mois qui viennent. Alors justement, vous parliez des Européens, eux ils continuent à appeler à des négociations avec le régime des Mollahs, malgré évidemment cette guerre qu'il y a toujours entre Israël et le régime des Mollahs. Est-ce que cela vous inquiète que les Occidentaux restent toujours sur cette ligne de il faut régler le problème iranien par des négociations ? Bien sûr que la négociation, c'est la meilleure solution si les gens ils se comprennent. Mais le langage de le régime iranien, c'est pas du tout le même langage que l'Europe et l'Occident. Il ne comprend pas de diplomatie, il ne comprend pas d'escalation, il ne comprend pas ça. Ben, c'est bien sûr naïf si on reste après 46 ans qu'on a vu que la diplomatie, il donne rien avec le régime, qu'il ne comprend pas d'autre langage que le langage de force, de la force. On ne peut pas parler avec ce régime. Même si on parle, même s'ils disent « OK, on va arrêter, cesser du feu ou quoi d'autre », ils vont continuer après. Ils nous traitent comme des naïfs. Ils prennent le temps qu'ils ont besoin pour encore se renforcer. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et en plus, les pays européens, ils ont déjà, ça fait plus que 40 ans qu'ils sont dans le chemin de diplomatie. Qu'est-ce qu'ils ont reçu après tellement des années de diplomatie? Ils ont reçu un régime qui était plus fort que tout le temps. Ils avaient comme un octopus, ils avaient 8 l'arme très fort, Hamas, Houthis, Hezbollah, et beaucoup des autres miliciens au Pakistan, Irak et Afghanistan, partout, et la tête qui était vraiment en train de chercher de l'arme nucléaire. Est-ce qu'on va continuer à parler avec quelqu'un qui a montré déjà qu'il ne veut pas de nous, qu'il a montré qu'il ne veut pas d'Israël sur le terre? Ils disent toujours ça, on veut effacer l'Israël, on ne veut pas qu'il existe. Est-ce qu'on va toujours parler en même langue, diplomatie, désescalation? Ils ne veulent pas ça. Alors il faut qu'on prenne l'avenir sérieusement dans les mains, parce que maintenant ils sont aussi comme un loup blessé. Il n'attend rien qu'un peu se renforcer et attaquer de nouveau. Merci beaucoup en tout cas Daria Safa, et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur i24 News et d'entendre la voix de la diaspora iranienne sur i24 News. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Déborah, on a des détails sur l'entretien apparemment houleux entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Oui, apparemment ça a été, vous l'avez dit, ça a été houleux, apparemment très compliqué ce coup de téléphone entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Il y a eu des tensions, apparemment Donald Trump était très en colère quand il a discuté avec le Premier ministre israélien. Ce que disent certaines sources au courant, donc à la Maison-Blanche, c'est que, je cite, le ton était exceptionnellement ferme et très direct, et il a donc
Donald Trump a donc montré clairement au Premier ministre israélien qu'il s'opposait à de nouvelles frappes israéliennes en Iran et qu'il voulait absolument que le cessez-le-feu qui a donc été négocié apparemment en coulisses soit tenu et qu'il entre effectivement en vigueur ce matin. Et donc il fallait absolument faire tout ce qui était possible pour empêcher l'effondrement de ce cessez-le-feu. Dror, on voit aussi des critiques très vives du côté, notamment en Israël, du côté de l'opposition, puisqu'on a entendu Avigdor Lieberman, le chef d'Israël Beiteinu, mais aussi au sein même de la coalition contre ce cessez-le-feu. Ça, c'est du grand classique, puisque l'aile droite du gouvernement, les partis dirigés par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, considèrent dans chaque conflit, c'est le cas avec les Palestiniens, avec le Hamas dans la bande de Gaza, et c'est le cas avec l'Iran, qu'il faut sans cesse continuer le combat pour obtenir une victoire totale, sans coup férir. Et la question est de savoir, effectivement, si objectivement, à ce stade-là, les objectifs qui étaient ceux de l'armée israélienne lorsqu'elle a lancé son offensive il y a 12 jours ont été véritablement atteints ou non. La question est légitime, elle doit se poser, mais concernant les partis que je viens de mentionner, c'est un peu une attitude de principe. Ils protestent contre presque chaque cessez-le-feu qui est annoncé parce que pour eux, la guerre doit être menée quasiment en permanence. La question est de savoir comment l'opinion publique va réagir, parce que ces 12 journées qui ont été éprouvantes pour les Israéliens. Il y a 28 morts, au moins, puisque... 28 morts, le bilan humain est très lourd, des images de dévastation comme on n'en a jamais vu dans l'histoire d'Israël en zone urbaine, une économie à l'arrêt total, les écoles fermées, les restaurants fermés, les gens appelés à rester chez eux, à ne pas se rendre sur leur lieu de travail, à moins que ce soit un travail indispensable comme le nôtre, celui qu'on exerce ici, donc on se déplace. Et puis l'espace aérien presque totalement fermé, donc des difficultés, on en a parlé à plusieurs reprises ici, pour les Israéliens qui sont à l'étranger de regagner le pays, pour les étrangers qui sont dans le pays d'en sortir. C'est pas une situation facile et qui, bien évidemment, ne pouvait pas s'installer dans la durée. Et là, c'est toujours la question de savoir à partir de quand on peut estimer que les objectifs militaires ont été atteints, et à partir de quand on peut estimer que le prix payé par la société est trop lourd. Justement, Raphaël, est-ce que les objectifs, on ne les connaît pas dans le détail, mais les objectifs fixés par le gouvernement et par Tsahal ont été atteints? Moi, il me semble qu'hier, on disait qu'il fallait encore une semaine pour boucler ces objectifs. Il se fait que 24 heures sont passées depuis. Et par exemple, on ne sait pas où est l'uranium enrichi. Une partie de l'uranium enrichi aurait été détruite, notamment à Fordo, par les bombardiers américains, mais on n'en est pas sûr. Alors, le programme nucléaire iranien est sérieusement impacté. Alors, à savoir si on a gagné 6 mois, 2 ans ou 5 ans, c'est une affaire d'évaluation des dégâts causés que les experts doivent examiner maintenant. Sinon, l'objectif numéro 2, qui était en fait l'objectif numéro 1 qui a causé l'opération, celui de la menace balistique, l'objectif n'a pas été atteint. Cette mission n'est pas terminée. Nous avons l'habitude depuis 1948 que lorsqu'Israël est proche de la victoire, la pression internationale, américaine, je ne sais qui, nous oblige à arrêter, à chaque fois, on nous oblige à arrêter alors qu'on va donner le coup final. On va en faire entrer le matador et tuer le taureau. Eh bien, c'est l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Là, dans ce cas précis, il y a quand même des petits problèmes avec M. Trump. Le premier problème, c'est que ferait-il lui si ce matin, à Washington ou ailleurs, on avait tué des citoyens américains en rompant un cessez-le-feu, est-ce qu'il demanderait de la retenue? Est-ce qu'il demanderait... Je pense qu'il enverrait ses bombardiers. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, de quel cessez-le-feu nous parle-t-il? Quel est ce lapin qu'il a sorti de son chapeau la nuit dernière? Un cessez-le-feu qui n'a aucun système de contrôle et de supervision pour voir comment il est respecté. Ça veut dire que les Iraniens ne réarment pas, comme l'a dit la députée que vous avez invitée, c'était la voix de la raison qu'on a entendue, rafraîchissante pendant 10 minutes, la voix de la raison. Et donc, pas de supervision. Quelle garantie avons-nous que les Iraniens, effectivement, vont respecter ce cessez-le-feu, qu'eux, ils prétendent d'ailleurs ne pas le respecter? C'est un cessez-le-feu qui ne vaut rien, à part le mot de dire cessez-le-feu. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit cessez-le-feu au micro, donc il y a un cessez-le-feu, et il s'énerve parce que ceci, cela. Alors, tout cela, c'est très bien, mais maintenant,
Maintenant, il y a un problème qui est certain, c'est que d'une part, on a oublié qu'il faut aller jusqu'au bout, et aller jusqu'au bout sur le plan militaire, sinon nous restons en danger. Le mot que je redoutais toujours d'écouter, on le retrouve ce matin, la riposte. On est encore à la riposte. Alors que ce soit un radar, comme on l'a fait pour pas offenser M. Trump, ou que ce soit une riposte musclée sur Téhéran, on est en riposte. Alors que c'était nous qui avions l'initiative. Eh bien, les Iraniens ont repris l'initiative depuis ce matin, et nous réagissons. C'est eux qui décident. Et on le savait dès que Trump a dit cessez le feu. Voilà. Donc ça, je suis pas sûr qu'Israël a vraiment le choix une fois que Donald Trump dit ça suffit. Surtout non, on n'a pas le choix parce qu'on dépend des dollars et des munitions. Israël était content que... Mais pas au point de se suicider, et pas au point de perdre des guerres. Donc avec tout le respect pour les dollars américains et les munitions, on doit quand même défendre l'État d'Israël et assurer notre survie. Donald Trump, en tout cas, est très prolixe ces dernières heures. Depuis son annonce d'un cessez-le-feu à 3h du matin, heure israélienne, 2h, heure de Paris, le président américain a multiplié les messages sur les réseaux sociaux. Il s'est également exprimé devant la presse juste avant la riposte israélienne au tir de missiles sur le nord du pays. Il a notamment dit son mécontentement face aux agissements de Téhéran et d'Israël. Il a exigé que les avions de chasse de Tsahal quittent l'espace aérien iranien. On l'écoute. Je n'ai pas aimé beaucoup de choses que j'ai vues hier. Je n'ai pas aimé le fait qu'Israël ait riposté juste après qu'on ait conclu l'accord. Il n'était pas obligé de le faire et je n'ai pas aimé que la riposte soit aussi forte. Mais pour être honnête, Israël a vraiment frappé fort et maintenant j'entends dire qu'Israël est reparti à l'attaque simplement parce qu'ils se sont sentis violés par une roquette qui n'a atterri nulle part. Ce n'est pas ce qu'on veut, je vous le dis. Je ne suis pas content de ça. On a en gros deux pays qui se battent depuis si longtemps et si violemment qu'ils ne savent même plus ce qu'ils font. Vous comprenez ça ? Voilà, Donald Trump en colère. Nous sommes en ligne avec François Hesbourg. Bonjour. Bonjour. Conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également auteur du livre « Le suicide de l'Amérique » à paraître demain aux éditions Odile Jacob. Le titre du livre, d'ailleurs, laisse peu de doute sur votre position par rapport à la présidence de Donald Trump. Tout d'abord, comment est-ce que vous analysez cette annonce de cessez-le-feu par le président américain entre l'Iran et Israël ? D'abord, est-ce que c'est crédible ? Et surtout, est-ce que ça va être efficace ? Vous savez, Donald Trump poursuivait deux objectifs à la fois de politique intérieure et extérieure. Le premier objectif, c'était de se débarrasser de ce sparadrap qui était devenu le qualificatif TACO. Trump always chickens out. Au pied du mur, Trump se déballonne toujours. Cette image lui collait à la peau depuis plusieurs semaines. Il devait absolument recouvrer sa crédibilité et le bombardement des sites nucléaires en Iran lui en fournissait l'occasion et cet objectif-là a été rempli. Mais son second objectif, et il a redit suffisamment, c'est de ne pas entrer dans une nouvelle guerre incessante. Pas de nouveau forever war. Donc, dès qu'il a accompli son premier objectif, son second objectif, qu'il a également tenté d'accomplir, ça a été le cessez-le-feu immédiat, dès lors que les Iraniens lui avaient lancé la bouée de sauvetage avec la riposte, extrêmement bien calibrée contre Al-Udeid au Qatar. C'est là où on en est, d'où la fureur de Trump. Et vous avez été très poli parce que vous n'avez pas retransmis le mot le plus cinglant que Trump ait prononcé au pied de son hélicoptère. Je vais me permettre de le dire, nous sommes sur une chaîne francophone, Allez-y. donc je peux me permettre d'être impoli en anglais. Il a dit « fuck ». C'était ça son résumé de la situation dans laquelle il se trouve et l'image qu'ont l'Iran, mais surtout Israël, à ses yeux, en ce moment précis, coupable à ses yeux d'avoir tous les deux, et surtout Israël, avoir violé son cessez-le-feu qui lui permet d'éviter de tomber dans un forever war. C'est ça l'enjeu pour le président Trump, et nous sommes tous dépendants à des degrés divers, et c'est le cas aussi pour Israël, comme l'ont rappelé vos invités. Nous sommes tous dépendants du bon ou du mauvais vouloir
de Trump en ce moment, il vous en veut. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelques jours seulement, les Israéliens remerciaient Donald Trump de son intervention, de son feu vert en tout cas, aux bombardiers américains sur les sites nucléaires iraniens. Et aujourd'hui, il semble un peu sonné par cette colère de Donald Trump et la précipitation avec laquelle il a annoncé un cessez-le-feu que finalement Israël ne voulait pas tout de suite du moins. Israël avait présenté un certain nombre de buts de guerre. Le premier concernait les sites nucléaires et balistiques. Ce but a été largement atteint, même si on peut toujours faire mieux. C'est ce qui a été rappelé également il y a quelques instants. L'autre but de guerre, c'était le changement de régime en Iran, dont les responsables politiques du gouvernement israélien, relayés par les médias en Israël, y compris I24, c'était quand même la perspective du changement de régime. Alors ça n'a jamais été un objectif officiel du gouvernement israélien, le changement de régime. Monsieur Netanyahou ne représente pas le gouvernement israélien. Il a dit que ce n'était pas exclu d'éliminer l'ayatollah Khamenei, mais ça ne veut pas dire que c'était l'un des objectifs de guerre. Très clairement, le gouvernement israélien dit que, pour l'instant en tout cas, ce n'était pas l'un des objectifs de guerre. Les objectifs étaient l'élimination de la menace balistique et l'élimination de la menace nucléaire. Les buts de guerre, c'est comme les avions à géométrie variable. Ça peut changer au fil du temps. Le fait est que si le changement de régime était souhaité en Iran, et personnellement, je m'inscris dans cette perspective. Je ne suis pas en train de critiquer les buts de guerre. Je suis simplement en train de constater que cet objectif-là ne pouvait évidemment pas être atteint par la voie militaire dès lors qu'il y avait un cessez-le-feu. C'est ce que d'une certaine façon a dit M. Jérusalemi il y a quelques instants. Et ce cessez-le-feu a été commode pour Trump, commode peut-être aussi pour les Iraniens, mais certainement pas pour le gouvernement israélien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plutôt le régime des mollahs qui sort gagnant finalement, alors qu'il est très affaibli Israël a quand même atteint plusieurs de ses objectifs, mais diplomatiquement, c'est finalement peut-être l'Iran qui s'en sort le mieux? L'Iran, d'abord le régime effectivement est toujours là, et l'Iran a peut-être perdu l'essentiel, sinon l'intégralité de son programme nucléaire, mais comme la preuve n'en a pas été apportée, il est prudent de continuer à créditer l'Iran d'une certaine capacité en la matière. Et je rappelle à nos spectateurs que les quelques centaines de kilos d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%, dès lors que c'est transformé en uranium métal, ça permet, sans même passer à 90% d'enrichissement, ça permet déjà de rassembler plusieurs masses critiques nucléaires. Donc le devenir, le sort qui a été évoqué ici même il y a quelques instants de ces quantités d'hexafluorure est un immense enjeu, et tant que le gouvernement iranien peut partir du principe que cet uranium est encore entre ses mains, oui, les Iraniens peuvent respirer. Le gouvernement iranien peut respirer pendant un certain temps. Trump, lui, apparaît pour l'instant comme étant le perdant. Les violations réelles supposées du cessez-le-feu portent directement atteinte à ses propres objectifs. Merci beaucoup en tout cas François Hesbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique et auteur du livre qui sort demain, Le suicide de l'Amérique, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.